Je vais t'envoyer notre futur associé si tu veux rêver plutôt. Alors, après la technique, les résultats et les complications, puisque effectivement, on est tous d'accord pour dire qu'on a un voile pudique sur les complications du lipofilling. Alors les bénéfices, c'est simple. L'idée au départ, Isabelle vous l'a montré, c'est de faire du volume. La technique de filling, elle a été mise au point pour remplir. Et donc l'intérêt principal, c'est de réussir à faire du volume au niveau du thorax, soit en cas d'augmentation mammaire, soit en cas de reconstruction. Il y a d'autres bénéfices qui sont la possibilité de modeler des formes, alors qu'avec des prothèses, c'est totalement impossible. Acquérir de la souplesse sur des thorax qui en manquent. Et puis il y a des bénéfices qui sont d'ordre tissulaire, voire cellulaire, qui sont la vascularisation, la diminution des douleurs, et on va parler de ces bénéfices qui ne sont pas uniquement volumétriques. Donc en gros, si vous pensez au filling, au démarrage, quand vous commencez à faire des injections de graisse, vous voulez faire du volume, et petit à petit, vous allez vous apercevoir que vous allez améliorer la trophicité tissulaire. Et donc il y a vraiment deux objectifs qui sont complémentaires et qui se surajoutent. Alors ça c'est l'équipe il y a 42 ans. Et quand on dit qu'on a fait un institut 3800 lipofilling, en fait, il faut rendre à Césarette ce qui appartient à Césarette. C'est Isabelle qui nous a poussé, à la suite des travaux d'Emmanuel, à faire ces fillings. Et quand on dit qu'on a fait 3800 fillings à l'Institut du Sein, Isabelle a dû en faire 3400, et les autres, on arrive très très loin derrière. Donc, tous les résultats que je vais vous présenter, les cas que je vais vous présenter, sont des cas qui ont été pris en charge par Isabelle. Donc, premier bénéfice du filling, on n'a pas de volume, on veut du volume. Et ça, c'est l'exemple d'une augmentation mammaire avec 2 injections de graisse. Donc on peut faire une augmentation mammaire esthétique uniquement avec de la graisse. Et Pascal nous parlera tout à l'heure des potentiels dangers de cette technique. Si il a réussi à en trouver dans la littérature, ça fait 1 an et demi qu'il épluche tous les papiers pour vous répondre. Deuxième cas qui nous intéresse plus, scénologue, c'est de faire un volume partiel après, par exemple, déformation après traitement conservateur. On passe rapidement. Et troisième cas qui nous intéresse, c'est une reconstruction améliorée par filling, ou comme ici, dans un protocole qu'on a mis au point avec Isabelle, une reconstruction totale sur une patiente qui a une mastectomie avec une reconstruction immédiate. On met un expandeur, alors qu'on n'utilise pratiquement jamais d'expandeur en reconstruction immédiate, mais dans ces protocoles de dégonflage de l'expandeur et l'hypofilling, c'est une technique qui a été publiée déjà 1 ou 2 fois, qui permet de dégonfler l'expandeur après la radiothérapie, et à chaque dégonflage, vous faites une injection de graisse. Et donc, au lieu de partir d'un thorax plat que vous augmentez avec des fillings, vous partez d'un thorax reconstruit, vous diminuez l'expandeur et vous faites des couches successives de graisse. Et vous voyez qu'ici, après 5 lipofillings, on enlève l'expandeur. Et donc, on a une reconstruction totale sur paroi irradiée par lipofilling multiple. Deuxième bénéfice, après avoir parlé du volume, l'amélioration de la forme. Et c'est vrai qu'on a commencé les fillings il y a une 12aine d'années à l'Institut du Sein, quand on a créé la structure, par des reprises de reconstruction avec des patientes qui avaient des résultats de prothèse, comme on le sait, qui s'aggravent toujours avec le temps, contrairement au lambeau. Et vous voyez qu'ici, après 2 séances de lipofilling, sans changer la prothèse, on peut modeler la forme. Donc en fait, le filling vous permet une sculpture localisée du sein, alors qu'évidemment, la prothèse ne le permet pas, et que le lambeau paraît plus lourd pour des améliorations. Autre exemple d'une patiente prise en charge par Isabelle avec une coque bilatérale sur une mastectomie dite prophylactique du côté gauche, conservant l'aréole à droite. Et vous voyez qu'après 2 interventions, parce que ce qu'il faut bien préciser aux patientes, c'est que c'est rare qu'on s'en sorte en une fois, le nombre moyen de filling dans la série de 3800, c'est de 2 injections par patiente, avec un minimum à 1 et un maximum à 9. Donc quand vous parlez filling, vous partez sur 2, 3, parfois 4 interventions. Mais vous voyez qu'on obtient des résultats qu'on n'imaginait absolument pas possibles avec une autre solution que des lambeaux. Donc le filling permet des modelages, bien sûr ici avec des changements de prothèse, qu'on n'imaginait pas possible avant l'utilisation de cette technique. Et puis quand vous additionnez la forme et que vous additionnez le volume, eh bien, vous arrivez à des véritables sculptures du sein, sur des seins tubéreux, sur des anomalies de la femme jeune, et Emmanuel va vous en parler beaucoup mieux que moi-même. Vous arrivez à remodeler des seins, sans prothèse, sans lambeaux, avec là encore une patiente qui est prévenue de la nécessité de plusieurs temps d'injection. Ici, Isabelle, 3 temps opératoires pour obtenir ce résultat. Une fois qu'on a parlé du volume et de la forme, on va parler de la texture. Le filling permet d'améliorer la texture des tissus par l'apport de tissus naturels, bien sûr, mais aussi d'une néoangiogénèse. Et vous voyez ici une patiente qui a une reconstruction totale. Et pincez-le.
reconstruction différée, Là, faites pareil de l'autre plusieurs côté. injections de graisse. Et donc Isabelle leur fait toujours se toucher les seins comme ça en consultation, voilà, c'est c'est absolument... Et elle se marre, la dame, elle est contente, vous voyez. Donc souplesse inégalée, sauf lambeau. La forme, le volume, la souplesse. Et quand on parle de souplesse, on pense à améliorer les résultats des reconstructions par prothèse. Et évidemment, l'un des champs d'investigation des feelings, c'est l'amélioration des coques. Vous savez qu'en reconstruction, le taux de coque Baker 3 ou 4 est compris, suivant les séries, de 15 à 35%. Et ces patientes pour lesquelles on avait assez peu de solutions possibles sont des patientes qui sont candidates à un ou plusieurs feelings avec des améliorations qui paraissaient, là encore, absolument impossibles il y a une quinzaine d'années. Ça, c'est l'exemple d'une patiente à qui j'ai fait une reconstruction immédiate avec une prothèse, nipple sparing, et vous voyez qu'elle n'a pas été irradiée, et pourtant on a l'impression qu'elle a une radiothérapie du feu de Dieu. En fait, elle a fait une coque grade 4. Personnellement, je pensais qu'il n'y avait pas d'autre solution qu'un lambeau pour cette patiente. Je l'ai adressé à Isabelle. Un feeling et un changement de prothèse plus tard. 350 cc injectés dans la capsule entre la prothèse et la peau. Et vous voyez qu'on obtient des résultats qui paraissent assez étonnants. J'ai regardé la littérature sur amélioration du taux de coque avec feeling. En pratique humaine, 0 publication. Il n'y a rien qui a permis d'évaluer le bénéfice. Et pourtant, le bénéfice clinique est là. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une extraordinaire indication des feelings. Pourquoi ? Parce que la graisse permet une réparation tissulaire, parce que quand vous injectez de la graisse, vous injectez des cellules souches, donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça nous amènerait trop loin et trop tard, mais en gros, vous créez une néo-angiogénèse, vous créez une régénération tissulaire, et vous permettez l'augmentation de la souplesse, de l'atrophicité et la diminution des séquelles post-radiques. Donc cette néo-angiogénèse avec la régénération tissulaire permet de comprendre un peu mieux pourquoi ces feelings amènent des résultats dans des territoires qui nous paraissaient jusqu'alors totalement réservés aux lambeaux. Et c'est l'indication qui a été mise au point lorsqu'on pense qu'on a besoin d'un lambeau et que la patiente refuse le lambeau. Le feeling est une solution possible, préalablement à la mise en place d'une prothèse, afin d'éviter un transfert tissulaire musculo-cutané, voire un DIEP, pour des patientes qui n'y sont pas prêtes ou qui ne sont pas candidates à un lambeau. Et ça, c'est l'étude qu'on avait publiée dans le JPRAS il y a 5 ou 6 ans déjà, où Isabelle avait eu l'idée, quand on a vraiment démarré ces feelings, de dire que lorsqu'on a un thorax qui a été irradié ou qui est extrêmement fin, pour lesquels la technique habituelle serait un lambeau, est-ce qu'on ne peut pas essayer par un ou deux feelings d'améliorer la trophicité de la peau et du muscle pour permettre ensuite de non pas faire un lambeau, mais mettre en place une prothèse. On a dans cette indication, je crois aujourd'hui, 180 ou 200 patientes, probablement plus d'ailleurs, parce que ça c'était les chiffres de l'année dernière, qui sont des patientes qui auraient été candidates à un lambeau et qu'on a transféré de l'indication de lambeau à l'indication de 2 feelings, puisqu'en moyenne dans cette série, c'est 2 feelings qui permettent, et vous avez vu ces IRM, de transformer un thorax qui est clairement un thorax qui a une indication à un transfert tissulaire, à une possibilité de mettre en place une prothèse lorsqu'on a modifié l'épaisseur, pas seulement de la peau, mais également du muscle, puisqu'on injecte en 3 plans, prémusculaire, intramusculaire et sous-musculaire. Et ça, c'est l'épaisseur d'1,5 cm en prémusculaire sur une peau qui était complètement collée au thorax avant les 2 feelings. Donc le feeling permet parfois des changements d'indication en prenant des patientes qui auraient été candidates à un lambeau et qui, après 2 feelings, retrouvent une souplesse qui permet la mise en place d'une prothèse, voire, on en parlera plus tard, des reconstructions par feeling exclusif. Et puis enfin, le feeling permet de se sortir de catastrophes. Ça, c'est une patiente qui a eu une mastectomie reconstruction immédiate avec une dépose bilatérale. Elle avait été irradiée en intra-opératoire du côté gauche. Enfin bon, c'était une pure catastrophe. On l'a prise en charge à ce moment-là. On arrive à ce résultat-là. Irradiée à gauche, théoriquement, à part un lambeau, on n'a aucune solution. Elle a été prise en charge par Isabelle avec 3 injections avant la mise en place de prothèse, 2 injections après la mise en place. Regardez bien cette patiente. Elle va revenir un petit peu plus tard dans le chapitre complications. À ce stade, c'était des résultats qu'on ne peut pas imaginer, sauf apport de lambeau. Dernier point qui nous intéresse particulièrement, et je serais content d'avoir l'avis d'Emmanuel et de Laurent sur le sujet, l'amélioration des douleurs neurogènes,
puisque dans les cas de patientes qui ont des douleurs chroniques, post-mastectomie, post-traitement conservateur, il y a une littérature qui permet de voir qu'on améliore les douleurs neurogènes, avec des études qui ne sont pas randomisées, qui sont rétrospectives, donc sujettes à des biais. Néanmoins, l'expérience qu'on a dans ces indications est sur une série débutante extrêmement satisfaisante, avec une chirurgie, je ne vais pas dire simple, parce qu'autrement Emmanuel va dégainer, mais une chirurgie qui est quand même bien plus satisfaisante que la prise d'antalgiques au long cours pendant de nombreuses années. Donc n'oubliez pas d'aller regarder ces publications. C'est une solution pour nous qui laissons des douleurs après notre chirurgie. En tout cas pour moi. Dernier point, bénéfice au niveau du site donneur. Bon, clairement, il y a des patientes qui ont une indication de liposuction. Cette liposuction va servir à la reconstruction mammaire. La difficulté, c'est les patientes qui n'ont pas d'indication de liposuction et pour lesquelles éventuellement on va pousser l'indication de filling, on va en parler maintenant. Donc finalement, si on ne s'intéresse qu'aux bénéfices, on a peut-être le produit miracle. En tout cas, si je ne vous parle que de ces résultats, j'ai l'impression que tout le monde est convaincu qu'il faut se mettre au lipofilling, il faut apprendre à utiliser les canules, il faut apprendre les indications, parce qu'on a un outil dont on ne pourra jamais se passer à partir de maintenant en chirurgie scénologique et en chirurgie reconstructrice. Mais évidemment, tous les produits miracles ont leurs inconvénients, et la deuxième partie de la communication, ce sont les complications. Alors, rassurez-vous, elles sont très rares, elles sont très peu nombreuses, mais à mon avis, elles sont sous-évaluées. Le plus gros papier sur les complications, c'est le JPRAS avec Grön, qui a fait une revue de la littérature systématique, 43 articles, 6000 patientes, et qui relève, rapporté, 8% de complications. Et dans ces 8% de complications, il y a des nodules palpables, et ces nodules palpables entraînent un certain nombre de biopsies. Donc ça, ce n'est pas une méta-analyse, parce que ça n'a pas la méthodologie de la méta-analyse, mais c'est l'analyse de toute la littérature existante avec un papier récent qui commence à dire, attention, le lipofilling a des avantages énormes, mais les complications méritent d'être colligées. Alors au niveau du site donneur, c'est assez simple, hein, il y en a assez peu, les hématomes. Ça c'est pour vous montrer, quand j'ai démarré les fillings il y a une dizaine d'années, Isabelle me disait mais il faut injecter, il faut mettre de l'adrénaline, je dis ah non attends on va pas s'emmerder. En fait il vaut mieux le faire quand même, hein, parce que si vous mettez pas de vasoconstricteur, la dame elle risque de revenir, elle va vous expliquer qu'elle ne peut pas mettre la jupe 2 semaines après comme vous lui avez dit que c'était possible. Donc les complications au niveau des hématomes sont rares, les complications bien plus importantes, c'est les patientes pour lesquelles on pousse les indications de liposuction dans des zones qui ne sont pas des zones qui prêtent. Et là, vous voyez une complication qui est une face antérieure de cuisse qui est extrêmement compliquée à réparer. Donc attention, la liposuction, ça s'apprend. L'utilisation des canules, ça s'apprend. Et le choix des sites donneurs, ça s'apprend. Parce que sinon, vous allez arriver à des choses qui sont des complications inacceptables. Au niveau du site receveur, exceptionnel. Il a fallu qu'on se bataille pour se prendre des photos de cytostéatonécrose infectée. Donc, dans tout ce qui est publié et dans notre série, il y a moins de 1% de complications infectieuses. En gros, c'est quand on pousse trop nos indications. Emmanuel a fait un papier là-dessus qui dit que finalement, au début, vous avez peu de complications. Puis quand vous êtes très, très, très confiant, vous augmentez un peu votre taux de complications parce que vous forcez trop dans votre injection, vous augmentez vos fasciotomies, vous décollez plus. Et en fait, vous faites des poches de graisse sous-cutanées, lesquelles poches de graisse sous-cutanées peuvent s'infecter. Donc, attention à la technique de lipoaspiration, attention à la technique d'injection. Ce n'est pas une technique simple que le lipofilling, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas et on ne démarre pas tout seul dans son coin. Et puis la dernière partie, ça va être de vous parler des difficultés dans l'interface reconstruction, surveillance cancérologique, qui pour moi est un problème majeur, largement sous-évalué des lipofillings. Pourquoi ? Parce que les injections de graisse permettent d'améliorer le volume et la souplesse, mais laissent des cicatrices, et ces cicatrices sont des nodules de cytostéatonécrose sous-cutanée, lesquels nodules vont interférer dans la surveillance de patientes qui vont poser un certain nombre de problèmes. Et pour la suite de cet exposé, je me suis adjoint le joker extraordinaire de Catherine Alaeddine, qui est radiologue à l'Institut Curie et à l'Institut du Sein. Donc moi, je vais vous parler de la partie clinique, et elle va vous parler des difficultés des radiologues à surveiller ces patientes lorsqu'elles arrivent avec un certain nombre de nodules de cytostéatonécrose et qu'elles posent la question, mais comment je sais que ce n'est pas une récidive ? Et pour illustrer cette difficulté, je voudrais vous présenter 2 patientes récentes qui ont été prises en charge chez nous. Cette patiente a eu une mastectomie, reconstruction immédiate par un lambeau après chimiothérapie et radiothérapie sur une grosse tumeur du cadran supéro-interne.
Donc là, vous la voyez à peu près 2 mois après son grand dorsal. La radiothérapie a été faite avant la mise du lambeau. Et puis elle fait une cytostéatonécrose d'une partie de la graisse du dorsal. Et elle est prise en charge pour un filling, puis 2 fillings, avec un résultat d'un sein qui redevient souple, mais qui garde ici une plaque de cytostéatonécrose. Elle est réadressée par l'oncologue 6 mois après, en disant qu'elle a une récidive massive du prolongement axillaire du sein. C'est une lésion très dure, qui fibrose, qui rétracte la peau, et on lui annonce un diagnostic de récidive. Et en fait, cette plaque extrêmement dure, extrêmement suspecte, est prise en charge par les radiologues. C'est douteux en IRM, biopsie, bénin. Donc, on n'enlève pas ce placard, parce que si on enlève ce placard, on va avoir un défect difficile à réparer, mais cette dame se promène avec un placard qui pourrait les sources d'inquiétude et qui, pour les oncologues et les radiothérapeutes qui la suivent, sont une source de suspicion de récidive. Donc ça se finit bien. Puis vous vous souvenez de cette patiente que je vous ai montrée tout à l'heure ? 5 fillings, rattrapage d'une reconstruction immédiate catastrophique, patiente satisfaite, sein souple. Puis là, elle revient, il y a 3 mois, avec 2 nodules. Ça. Et c'est moi qui la vois. Et je lui dis, madame, c'est de la cytostéatonécrose, mais on va quand même mettre une biopsie dedans. Récidive, grade 3, sur les 2 nodules. Ces 2 dossiers sont évidemment caricaturaux, mais c'est pour vous montrer que la difficulté de la surveillance de ces patientes qui ont des nodules post-injection est majeure et que la prise en charge multidisciplinaire avec les radiologues est indispensable. Ça, c'est un article d'Emmanuel qui, sur plusieurs centaines de patientes, a posé la question de comment gérer les nodules de cytostéatonécrose. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que ces nodules, ils sont opérateurs dépendants, puisque, mais là, je ne pense pas que tu aies fait une série comme ça en mesurant tes nodules patiente par patiente, mais comme il dit, c'est le bon sens. Au début, vous en avez parce que vous injectez trop. Ensuite, vous faites attention, vous injectez un peu moins. Et puis ensuite, vous êtes confiant et vous injectez beaucoup plus et vous faites plus de fasciotomie. Et donc, les meilleurs opérateurs ont des nodules de cytostéatonécrose. Dans leurs équipes et dans nos équipes, la surveillance de ces nodules peut poser problème. Donc, clairement, c'est un souci dont il va falloir régler une partie des questions dans les années qui viennent. Si vous prenez cette revue de la littérature, là encore, je pense que c'est très largement sous-évalué. Il parle de 10% de nodules palpables avec 4% de biopsie. Si vous prenez ce papier, c'est 25% de nodules palpables avec 6% de biopsie. En fait, je pense qu'on est aux alentours de 50% de nodules palpables avec, selon les équipes et l'inquiétude des opérateurs, entre 1% de biopsie et 10% de biopsie. L'une des façons de diminuer ces nodules, c'est la technique d'injection. On va tous vous parler des spaghettis, on va tous insister sur la taille des spaghettis. Ça, c'est de la pâte à choux. Et la pâte à choux, c'est comme de la graisse. Ben, si vous mettez de la pâte à choux dans un chou à la crème, vous allez vous apercevoir que la surface qui est au contact des tissus, c'est ça, et que par conséquent, tout ça va mourir si c'est de la graisse. Ce qui va vivre, c'est ce qui est au contact des tissus qui vont revasculariser la graisse. Donc si vous faites des pâtés de graisse ou de pâte à choux, l'intérieur de la pâte à choux ou de la graisse va mourir, et cet intérieur va donner de la cytostéatonégrose. Si vous faites un millefeuille, ben l'interface entre la crème et la pâte va être nettement supérieure, et par conséquent, le taux de prise de la graisse va être bien supérieur à la pâte à choux. Donc la prochaine fois que vous faites un filling, évitez les choux à la crème et faites plutôt des millefeuilles en plusieurs plans. L'imagerie, et là j'appelle Catherine parce que je suis incapable de lire une mammographie, une échographie, une IRM. Les études des radiologues confirment les études cliniques avec des calcifications qui le plus souvent sont faciles à diagnostiquer parce que ce sont des calcifications de cytostéatonécrose, mais un certain nombre de nodules solides dont une partie sont suspects. Et je vais demander à Catherine, qui a énormément travaillé avec nous sur la surveillance de ces patientes, de vous donner sa synthèse sur les difficultés ou les facilités à surveiller ces patientes. Merci. J'appuie où ? Bonjour. Alors, en imagerie, quand on a 3 types d'images bénignes après l'hypomodelage, il est important pour nous en imagerie de savoir que vous avez fait un lipomodelage. La patiente n'est pas toujours au courant, n'est pas toujours capable de nous dire ce qui a été fait exactement. Donc surtout dans les indications, quand vous les envoyez pour un nodule palpable après reconstruction, dites-nous qu'il y a eu un lipofilling. Il y a 3 types d'images simples. Enfin, simples, non pas simples. La première, c'est le kyste huileux anéchogène qui est toujours simple. On peut le ponctionner, on peut résoudre le problème très facilement dans la minute qui suit.
Ensuite, il y a le kyste de cytonécrose qui est échogène, qui est plus dur, plus ferme, qui ne se ponctionne pas facilement. Et puis, le problème, c'est le kyste complexe, l'image échographique un peu douteuse, pour laquelle il faut, si possible, éviter la biopsie lorsqu'elle n'est pas nécessaire, parce qu'on entraîne une inquiétude et des gestes inutiles. Donc le kyste huileux, c'est celui que vous connaissez bien. Ce sont ces petites images kystiques pures qui ne renforcent pas particulièrement, mais si on met une aiguille, si la patiente est vraiment gênée, et c'est ce que vous faites aussi en consultation, je pense, on met une aiguille dedans, ça s'affaisse, elle ressort, elle a plus sa boule, elle est très contente, c'est très facile. Il faut savoir que ces kystes huileux, on les observe quasiment tout le temps, même s'il n'y a pas de nodule palpable. Donc c'est pour ça que pour nous, radiologues, c'est important de savoir qu'elle a eu un lipomodelage pour pouvoir dire que ce sont des kystes huileux et pas des kystes liquidiens purs. Ils vont se résorber avec le temps. Je ne sais pas si le lipomodelage se résorbe avec le temps, mais les kystes huileux se résorbent, c'est clair. Et parfois, ils se calcifient. Ce sont ces petites images calcifiées rondes que vous voyez sur les mammographies. Donc ça ne pose pas de problème. La cytonécrose échogène, alors là, j'en ai trouvé qu'un petit nodule, vous voyez ici, souvent palpable, assez dur. Elle est avasculaire, on n'a pas de Doppler dedans, pas de signal Doppler. Transparente en mammo. Si la patiente est vraiment gênée, on peut essayer de la ponctionner avec une aiguille fine, mais on arrive rarement à l'affaisser complètement. Mais quand c'est complètement avasculaire et souple en élastographie, ça ne nous pose pas de problème. On ne fait pas de biopsie pour ce genre d'image. Mais par contre, on fait assez facilement un cliché de mammographie pour montrer que c'est clair. Je vais vous montrer une autre image après. Et puis après, on arrive sur ces images de kystes complexes. Vous voyez ici une image très échogène, en partie hypoéchogène. Si on met du Doppler, on va avoir du Doppler autour, à l'intérieur, on ne sait pas trop. Alors maintenant, nous avons une nouvelle technique qui est l'élastographie, vous savez, qui apprécie l'élasticité des tissus. Quand c'est souple, comme ici, oui, c'est avec une dureté à 13, donc c'est souple, hein, c'est dur au-delà de 60-80, on sait que c'est bénin. Mais parfois, c'est dur, et notamment, on peut se faire avoir chez des patientes qui ont eu de la radiothérapie. L'image là est dure à la palpation, elle est quand même vascularisée en périphérie, elle est dure en élastographie, c'est un peu plus embêtant. Le moyen le plus simple pour nous de s'en sortir, c'est de faire un cliché de mammographie. Vous allez me dire, on ne fait pas de mammographie sur un sein reconstruit lorsqu'il n'y a plus de glande. Ben si, on fait un cliché de mammographie, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup moins onéreux que de faire une IRM. D'accord ? Vous voyez ici ce kyste, ici il est radiotransparent au centre, souple en élastographie. C'est un kyste de cytonécrose typique. Pas besoin de faire de ponction, sauf à visée clinique pour rassurer la patiente. Pas besoin de faire d'IRM. Alors maintenant, je vous laisse jouer. Voilà une patiente qui vient avec un nodule palpable. C'est échogène, ici. Ça, c'est tout ce qu'on a au départ. C'est avasculaire en Doppler. C'est un peu dur en élasto de mémoire, hein. En mammographie, il y a un centre clair. Il y a quelques calcifications un petit peu grossières. C'est typiquement de la cytostéatonécrose, mais comme elle était très inquiète et le prescripteur aussi, on a fait une IRM et là vous avez l'image typique de cytonécrose qu'on connaît aussi dans les cicatrices, hein, pas seulement dans le lipomodelage, avec un centre graisseux. Pas besoin de faire de biopsie. Le but étant vraiment d'éviter la biopsie lorsque c'est possible. Cas numéro 2, c'est une patiente qui vient en scanner. Elle vient en scanner parce qu'elle a surveillance de son cancer N+, au départ. Et puis sur sa paroi, on retrouve un nodule tissulaire qui se rehausse, qui prend le contraste, avec un petit centre graisseux quand même, mais vraiment tout petit, vous voyez, millimétrique. Une image qui se rehausse au scanner dans une paroi, c'est quand même un peu suspect. Voici l'aspect échographique. C'est échogène, donc déjà c'est rassurant. Mais il y a quand même une atténuation derrière, il y a des petits vaisseaux autour. En élastographie, c'est très dur. Ça c'est l'aspect typique des tumeurs, hein, pour nous, pour ceux qui ne sont pas habitués. Et puis en mammographie, il y a des calcifications un peu grossières, tout à fait rassurantes de cytostéatonécrose, mais le centre n'est pas très clair. Donc elle a quand même eu une ponction, et c'était bien une ponction simple, parce que là, la mammographie était rassurante. Et c'était bien une cytonécrose, comme ça c'est confirmé après.
Autre patiente, ça fait partie de ces patientes qui ont été traitées à l'Institut, donc qui ont eu un expandeur, puis ensuite une reconstruction complète en lipomodelage. Elle va bien pendant des années, puis elle est suivie en IRM parce que c'est une patiente phare. Et là, sur son IRM, on voit sur la peau, en bas, en inféron externe, une sorte de kyste sous-cutané dont les parois se rehaussent autour. Voilà. Le centre est noir, avec FATSAT, donc on peut se dire c'est un kyste de cytonécrose, à l'intérieur c'est de la graisse, et puis ça prend autour, comme souvent. Les cytonécroses prennent le contraste en IRM, c'est tout le problème. Et on lui dit, venez quand même en échographie, qu'on regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Surtout qu'il y avait une lésion cutanée, on voyait que c'était un petit peu rouge. En mammographie, voici l'image du sein reconstruit, complètement graisseux. Et là, vous voyez bien que c'est une image dense, il n'y a pas de centre clair. Et en échographie, c'est une image hypoéchogène, à contour irrégulier, c'est une récidive. Et l'aspect mammo et échographique a fait réaliser immédiatement la biopsie. Donc, il n'y a pas de technique idéale pour faire le diagnostic de ces nodules. L'échographie est très performante, la mammographie l'est aussi, ça permet, lorsque l'image est claire en son centre, de faire un diagnostic simple sans avoir besoin de faire de ponction. Mais surtout, dites-nous où vous avez fait les lipomodelages, si c'est possible, depuis quand vous palpez les nodules. Et on évitera des biopsies inutiles et on saura les faire, par contre, quand c'est utile pour ne pas rater les récidives. Merci Catherine. Bien, donc on va continuer les